Bien, nous pouvons donc reprendre et dans cette remontée généalogique sur l'invention de la carte dans la fiction, une étape supplémentaire m'a été rendue possible grâce à une des auditrices de ce cours, Ilaria Andreoli, qui a publié à la fois comme éditrice et en même temps comme donnant une contribution très importante, un ouvrage consacré aux éditions de la fin du XVIe siècle de l'Orlando Furioso de l'Arioste. Ce livre a pour titre, donc Ilaria Andreoli, Exercice furieux, à partir de l'édition de l'Orlando Furioso de Franceschi, Venise 1584, et elle a donné dans ce livre une longue contribution sur cette édition, son imprimeur, sa fortune. Alors, le point intéressant ici pour notre propos aujourd'hui, c'est le fait que cette analyse de l'édition de 1584 de l'Orlando Furioso est à la fois originale parce que c'est la première édition illustrée avec des gravures sur cuivre en pleine page. On retrouve la discussion technique et économique que j'avais voulu esquisser sur les différences à la fois de coût et d'usage que représente la gravure sur cuivre et ses contraintes d'une seconde presse, et la gravure sur bois et sa possibilité d'être insérée dans une composition typographique. Donc une édition originale, première série d'illustrations de gravures sur cuivre en pleine page pour les chants de l'Orlando Furioso, mais aussi, comme elle le montre, une édition qui dépend des éditions antérieures. Elle dépend des éditions antérieures à la fois pour le texte, qui est du poème, reprenant le texte tel qu'il a été établi par Vincenzo Valgrisi dans son édition de 1500 pour cet éditeur dans l'édition de 1556, mais aussi parce que dans cette édition de 1556 et ses rééditions, on peut rencontrer des gravures en pleine page, qui sont dans ce cas des gravures sur bois, 46, et étudiant cette illustration dans la réédition de 1573 de l'édition de Valgrisi, un autre libraire ou imprimeur éditeur de Venise, on peut marquer une différence entre cette édition Valgrisi et l'édition De Franceschi, c'est le fait que dans les gravures sur bois sont présentes, pour 8 d'entre elles, au sommet de la gravure, une carte de géographie qui n'est pas séparée, mais qui est des éléments de carte géographique qui forment la partie supérieure de l'image. On peut comparer cette édition de 1573, qui est celle dépendante de l'édition de 1556, avec l'édition de 1584, qui fait l'objet même des études dans ce livre, grâce à la présence de sous une forme numérique, de ces deux éditions, Valgrisi 73, De Franceschi 84, sur un site qui a pour titre « Route du livre italien ancien en Normandie », et qui est extrêmement utile, et en particulier pour l'édition de 1573 de Valgrisi, extrêmement bien fait. Et d'ailleurs, j'en ai extrait une image qui est celle-ci, où vous voyez, bon, c'est à partir, peut-être un peu flou, mais l'important, comme le montre Ilaria Andreoli, est de comprendre la logique de construction de chacune de ces images, donc gravure sur bois, où vous voyez qu'il y a comme à la fois un effet de perspective qui est rendu lorsque l'on part du bas jusqu'au haut, avec une première scène ici, et ensuite d'autres scènes du chant qui suivent, puisque la gravure est avant le chant lui-même, pour arriver à la partie supérieure, qui est à la fois un effet de profondeur spatiale,
un effet de perspective, en jouant aussi sur la taille des personnages, par exemple, de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on monte dans l'image, mais qu'on s'enfonce aussi dans l'image, pour arriver au sommet de cette image, il y en a 7 autres comme cela, dans lesquels il y a des fragments de cartes géographiques qui ont pu être par certains savants des éditions ou du texte de l'Arioste identifiés dans leurs sources cartographiques, puisqu'il s'agit de fragments de cartes qui ont été publiés, circulés au temps même de ces 2 éditions. Et ici, on le voit, puisque dans cette carte-là, qui est, enfin, cette image terminée par une carte dans son partie supérieure, ouvre le champ 20 du Orlando Furioso, c'est l'itinéraire de Marphise, une des héroïnes, et la carte que vous trouvez en haut est la carte du monde du bassin méditerranéen, avec aussi la partie proche orientale, l'Italie comme centrale, et puis sur la carte, les personnages, à commencer par Marphise, qui sont placés pour les aventures ou ce qui leur advient dans cette partie-là du récit donné sous la forme poétique du chant. Donc vous voyez une structure qui est à la fois une structure d'effet, de profondeur spatiale et de perspective, et en même temps qui associe une iconographie qui donne à voir des scènes du poème avec la présence d'une cartographie qui permet de repérer les lieux même de l'action, mais aussi qui peut porter les personnages comme s'ils étaient sur cette carte rendue, restituée à leurs itinérances géographiques réelles. Et ce qui est tout à fait frappant, mais je passe sous le contrôle d'Hilario Andreoli, c'est lorsqu'on regarde l'édition de 1584, le même dispositif sur les gravures sur cuivre est respecté en termes de recherche d'un effet de profondeur et de perspective avec cette multiplication de scènes et des techniques qui permettent de donner l'impression de la profondeur, en particulier avec la taille des personnages, mais que des sortes de vues cavalières des territoires ont remplacé les cartes qui étaient présentes dans l'édition de Valgrisi, telle qu'elle est étudiée là, à partir de la réédition de 1573. Les sources étant, comme je le disais, des maps-mondes ou des cartes géographiques du temps qui sont réutilisées dans cette iconographie. Donc on a là peut-être d'une manière un peu particulière, un apax dans les illustrations de l'Orlando Furioso, et peut-être, mais ça dépasse de beaucoup mes compétences, dans les livres illustrés du XVIe siècle, on a peut-être là quelque chose de particulier, mais qui est un chaînon dans cette généalogie des cartes dans la fiction, des cartes de la fiction, mais inscrites dans les livres eux-mêmes. Et l'étape antérieure pouvant être les cartes comme je le disais, la carte dans l'utopie de Thomas More. Si l'on fait retour à Sorel, qui nous invitait à ce double regard en amont, le regard sur Joseph Hall, dont il connaissait le livre, Mundus alter et idem, et sur des illustrations dans l'Orlando Furioso qu'il ignorait, on peut revenir donc à son texte, puisqu'il dit qu'après la carte de la Clélie, il y a eu une sorte de grande émulation, une vogue des cartes allégoriques. Et dans le texte de Sorel, on trouve la mention suivante: on a fait la carte du jansénisme pour se railler de ceux qui suivent les opinions du jansénisme. On tient qu'elle vient du père Zacharie de Lisieux-Capucin. C'est-à-dire ici que les cartes allégoriques situées jusqu'à maintenant dans le registre du sentiment, des passions, soit pour en montrer la complexe catégorisation, soit comme objet d'une critique morale, se déplacent vers des textes qui sont plus des fables, mais qui peuvent être des textes polémiques, comme cette carte
du jansénisme, qu'on peut trouver ici. Bon, ici. Donc cette carte, elle est, elle, insérée, comme on le voit ici, puisque vous avez un fragment du texte. Je crois que j'avais une version un peu meilleure, mais bon, on va se contenter de cela. Elle est insérée dans un texte qui paraît en 1660 et qui s'appelle « Relations du pays de Jansénie », où il est traité des singularités qui s'y trouvent, des coutumes, mœurs et religions de ses habitants. Une carte de 1660. Et elle est due, donc, le texte publié sous le nom de Louis Fontaine, mais qui est une manière de cacher le nom du véritable auteur, un capucin anti-janséniste, le père Zacharie de Lisieux. Et le texte commence de la façon suivante. « Je veux décrire un pays dont les géographes n'ont point parlé jusqu'ici, et l'on doit croire ce que j'en dis parce que j'en ai fait le voyage. J'y ai demeuré près de 5 ans, et je n'avancerai rien que sur la foi de mes propres yeux. » On retrouve tous les topos ou topoi du récit de voyage, le témoin oculaire, l'autopsie, j'ai vu, la découverte du pays inconnu, négligé par les géographes, l'expérience du voyage. Mais ici, c'est un voyage ou une expérience dans le monde du jansénisme, transformé en territoire. La Jansénie, continue le texte, est une province fort agréable et fertile, située entre la Libertinie, qui la borne à l'Orient par ses vastes et grasses campagnes, la Désespérie, après quasi tout en sable et en rochers, qui forme sa partie occidentale, et la Calvinie, qui la touche au septentrion. Donc libertinage, calvinisme, désespérance sont les 3 territoires limitrophes de la Jansénie, et le texte dit que pour un jansénien, il n'y a que 4 jours de marche pour se rendre de son territoire à l'un des 3 autres. Et donc, proximité entre jansénisme et calvinisme, proximité entre jansénisme et libertinage, dans le sens du libertinage érudit, de matérialisme ou athéisme, et proximité entre jansénisme et la désespérance. Et le père Zacharie de Lisieux justifie le fait qu'il introduit une carte dans son édition, et là vous voyez qu'elle est reliée avec l'édition, dans la dédicace qu'il adresse à monsieur, donc à un lecteur, il dit « J'avais cru que le discours que je vous adresse suffirait pour satisfaire votre curiosité, et même celle du public. Mais quelqu'un m'a donné avis d'y joindre la carte que vous voyez. » Et donc, du coup, cette mode ou cette vogue des cartes allégoriques se trouve récupérée par la littérature polémique et satirique, et ici catholique orthodoxe, on va dire, contre le jansénisme. Et la carte donc, se trouve dans les exemplaires. Elle n'est pas d'un intérêt extrême, simplement il y a la distribution du royaume au centre et puis des 3 périphéries que j'ai mentionnées. Ça pose la question, évidemment, qui est presque une question de bibliographie matérielle, c'est la question de la carte dans les exemplaires ou la carte accompagnant, hors de l'édition, un texte. On a vu que jusqu'ici, les cartes qui sont explicitement désignées comme présentes dans les exemplaires renvoient soit maintenant à cette carte du pays de Jansénie, soit à la Clélie, la carte que vous trouverez à la page suivante. Pour les autres exemples, les cartes imprimées de coquetterie, galanterie ou le royaume de l'amour en l'île de Cythère, ce sont des cartes imprimées à partir du texte, avec la possibilité, évidemment, mais pas la nécessité, de les inscrire ou les insérer comme dépliants à l'intérieur de tel ou tel exemplaire du texte. Cela renverrait évidemment à une étude des exemplaires conservés de chacune de ces cartes
ou de chacun de ces textes qui portent les cartes, pour voir si cette liaison est effective ou non. Mais même d'ailleurs dans les exemplaires de la Clélie, il serait intéressant de repérer si la carte est vraiment insérée à la bonne place dans les exemplaires qui ont pu en être conservés. C'est pour ça que je suis prudent en parlant à la fois des cartes dans les exemplaires imprimés et de cartes accompagnant des textes imprimés. On voit bien les deux situations très différentes, Clélie et Jansénie, paradoxalement mises ensemble. La carte est dans le livre, ou doit l'être, et de l'autre côté, coquetterie, amour et galanterie, où la carte est une estampe qui est faite au plus près du texte, mais qui n'est pas présente nécessairement dans les éditions ou rééditions du texte. Pour rester fidèle au thème de ces textes qui traversent les frontières, je reviens à mon commencement, pour terminer cette partie-là du cours, sur la carte de Tendre, puisque... elle a disparu. Alors, bon, on n'est pas là, peu importe. La carte de Tendre se trouve aussi dans les traductions du texte. La Clélie, malgré ce qui est un peu surprenant pour nous, puisque le volume en 10 tomes et de plus de 1000 pages a été un grand succès, avec une réédition, je le disais, à partir de 1658, ce qui était d'ailleurs dans le droit fil du succès précédent du livre dit de M. de Scudéry, sans doute écrit par Mademoiselle de Scudéry, sa sœur, et en même temps résultat d'un travail d'atelier d'écriture, et qui était le livre Artamène ou le Grand Cyrus, publié entre 1649 et 1653, et dont la totalité tout à fait considérable représente plus de un nombre de pages absolument considérable qui est de 13 095 pages, comme le montre l'édition abrégée, qui en a été faite par Claude Bourqui et Alexandre Gélien. Donc, une œuvre immense. En traduit en anglais pour la Clélie dès 1655, traduit comme Clélia, an excellent new romance written in French by the exquisite pen, par la plume exquise, délicieuse, of M. de Scudéry, gouverneur de Notre-Dame de la Garde. Et dans l'édition de 1655, il n'y a pas la carte, ce qui rend un peu absurde, évidemment, la mention, qui est quand même dans le texte, de la map which follows in the next page. À la next page, il n'y a pas la carte. En revanche, dans la réédition de la Clélie en 1678, de la traduction de la Clélie, on a effectivement on the next page la carte de Tendre avec la traduction. Et on retrouvera un thème intéressant, peut-être que je suis passé un peu vite, sur le fait que dans les textes originaux français ou dans les traductions, l'attribution est toujours à monsieur de Scudéry, par ailleurs connu comme auteur et poète, avec cet effacement double, l'effacement de l'octorialité féminine, pour les raisons qui ont été souvent discutées et avancées, c'est-à-dire à la fois que l'idée de l'écrivain comme contraire avec l'identité propre de la femme, contraire dans le cas de Scudéry avec la prétention nobiliaire, et finalement comme contraire avec un idéal de cette culture de la galanterie qui était la négligence, la désinvolture. Donc tout ce qui dans l'écriture peut être considéré comme professionnalisation, artisanat, effort et gommé, se cristallise dans la figure féminine. Et donc, dans de nombreux cas, cet effacement de l'auteur principal, femme, derrière un nom masculin. Le deuxième effacement, aussi bien pour les 13 000 pages de la Clélie, de la
d'Artamène ou pour les 10 000 de la Clélie, c'est effectivement le fait qu'on ne peut que supposer que ces romans sont le résultat d'un travail d'atelier, d'un travail de collaboration dans le salon, avec évidemment le partage des tâches, le reflet des conversations, les attributions de telle ou telle histoire dans l'histoire à une autre plume, ce qui définit tout un ensemble de modalités très difficiles à percer de collaboration depuis les échanges, soit oraux, soit écrits, et donc du coup aussi qui explique la structure de ces romans, qui sont des romans où il y a une histoire principale, l'histoire de Clélie, l'histoire du grand Cyrus, mais où s'enchassent de multiples histoires dans l'histoire, qui donc des textes qui procèdent par agrégation, par enrichissement, même si on revient à la trame fondamentale qui est de définir une histoire. Mais ce type même d'écriture est à la fois le résultat ou suppose comme condition une forme d'écriture d'atelier. Et donc le nom propre unique masculin cache ces deux réalités, l'écriture féminine et l'écriture d'atelier. Ce qui, par rapport à notre point de départ, pouvait aussi nous mener à une réflexion sur la catégorie même d'auteur un paradigme de l'écriture de fiction à partir du XVIIIe siècle va identifier avec celui qui écrit, l'écrivain et l'auteur, comme une même personne, alors que dans le XVIe ou XVIIe siècle, l'auteur peut avoir des significations différentes. C'est une position qui fait tenir ensemble différents éléments. C'est le cas, par exemple, lorsque le libraire-éditeur, c'était le cas d'Antoine Vérard, se présente comme auteur des livres qu'il publie, parce qu'un livre est plus qu'un texte. Donc il est l'auteur qui met ensemble la matérialité de l'objet, le choix des illustrations et le texte qui est celui de l'écrivain. C'est le cas, par exemple, aussi dans le monde du siècle d'or espagnol. El autor de comedias n'est jamais, ou presque jamais, le poète, le dramaturge, désigné comme ingenio, poeta. Mais l'auteur de comedias, c'est très généralement le directeur de la troupe de théâtre qui met ensemble tous les éléments qui font une représentation. Non seulement le texte écrit par un dramaturge, mais aussi la décision quant au costume ou au lieu, et évidemment même les questions économiques de la location du choral des comédias. Et on trouverait ici un parallèle, puisque dans leur très belle préface du grand Cyrus, que Claude Bourqui et Alexandre Géffen évoquent l'idée que finalement l'auteur, c'est celui ou celle, mademoiselle de Scudéry, qui a la maîtrise du tissage textuel, mais les artisans de ce tissage, évidemment, peuvent être plus nombreux que cette maître ou maîtresse du tissu terminé. Alors, malheureusement, je croyais l'avoir, mais je ne l'ai pas, mais bon, peu importe, la carte du tendre dans les traductions était absolument identique avec celle avec la traduction, dans la traduction anglaise de 1678, est un pur décalque de la carte française, simplement avec la substitution de termes anglais aux termes français. Je me suis référé à la traduction et on voit que, comme dans le cas français, comme dans le cas français, le traducteur anglais traduit tablette par she took the tablets, et qui sans doute avait dans le monde anglais une référence encore plus forte que dans le monde français à ces objets désignés du nom de writing tables, et qui étaient effectivement ces objets qui permettent d'écrire sans plume ni encre et qui permettent d'effacer là où on a écrit, puisque le papier préparé, vous vous souvenez des définitions du dictionnaire de l'Académie, permet d'écrire avec un style ou avec un crayon. Et la carte est effectivement a map effectually designed with the hand. Donc, elle a dessiné avec sa main la carte sur les tablettes. Et cette anomalie, puisque la traduction est fidèle au texte en 1655, mais l'édition ne porte pas la carte qui est annoncée comme a map which follows in the next page. Pour le reste,
il y a un décalque parfait, puisque les trois chemins sur la carte de Tendre sont mènent à tender on inclination, donc l'inclination, le chemin le plus rapide, le chemin par voie d'eau, tender on esteem ou tender on recognizance, et qui sont les deux autres voies par reconnaissance ou par estime. Donc c'était cette première partie. Je vais commencer de ce qui nous retiendra pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, et qui est de venir à finalement ce qui a été mon point de départ pour cette esquisse de recherche, c'est-à-dire le constat qu'il y a dans des éditions de la fin du XVIIIe siècle, deux d'entre elles, du Don Quichotte, en espagnol, des cartes. Il y a, on peut peut-être montrer celle qui nous retiendra la semaine prochaine, qui est l'introduction dans l'édition 1780 reprise dans un autre format en 82 et dans l'édition 1797-98, l'introduction des cartes qui donnent à voir les itinéraires ou les itinérances ou les tres salidas, les trois sorties, deux dans le premier volume et le second tome, une troisième, de Don Quichotte. Alors l'intérêt de porter l'attention sur ces deux cartes de la fin du XVIIIe siècle dans des éditions de Don Quichotte, c'est un intérêt de différence, parce que, il ne s'agit pas de cartes allégoriques, comme dans le XVIIe siècle français, qui ne sont pas des cartes de voyage, ou d'itinéraire, ou d'aventure de personnages particuliers. Ce sont des cartes, comme la carte de Tendre, où l'on peut voyager. Mais il n'y a pas là un rapport entre une fiction et une cartographie. La carte dans la Clélie n'est pas la carte des voyages, des itinérances ou des aventures des personnages du roman entre Capoue, Carthage et Rome. Donc ici, on n'a pas affaire à une carte allégorique, on a affaire à une carte qui représente les déplacements du héros du livre. Et à la différence des cartes de la géographie littéraire contemporaine, qui sont des cartes a posteriori. Vous trouvez par exemple dans le livre qui a été aussi une source d'inspiration pour ce cours de Franco Moretti, l'Atlas du roman européen au XIXe siècle, vous y trouvez des cartes sur des romans bien antérieurs au XIXe siècle, mais qui ne sont pas des cartes présentes dans le roman, qui sont des cartes construites par le critique du XXe siècle. C'est pour cela que Franco Moretti propose par exemple une carte des itinérances des pícaros dans les romans picaresques, le Guzmán de Alfarache ou le Buscón de Quevedo, qui se terminent d'ailleurs tous les deux à Séville et le départ pour les Indes, c'est-à-dire pour l'Amérique. Ou bien il propose une cartographie d'un des grands romans hellénistiques qui est derrière à la fois le Grand Cyrus ou la Clélie, et qui est derrière un livre dont je vais parler peut-être aujourd'hui aussi, qui est le dernier livre publié après sa mort de Cervantes, les travaux de Persíles et Sigismunda, et qui est le roman hellénistique de Xénophon, les Éphésiaques. Et Moretti construit une carte du bassin méditerranéen pour suivre les déplacements, les aventures des deux héros et d'autres de ce texte de Xénophon, un des grands romans hellénistiques avec les Éthiopiques. Mais là, on a affaire à une reconstruction très a posteriori. Le cas des cartes du Quichotte sont intéressants puisqu'il s'agit à la fois des cartes de des itinéraires ou des itinérances de Don Quichotte dans les deux parties du roman, 1605-1615, et roman avec guillemets, puisque jamais Cervantes n'utiliserait le terme novella pour désigner le livre, à la fois parce que novella désigne nécessairement des histoires brèves et parce qu'il veut que le livre soit une historia, joue sur la fiction entre une histoire fondée sur des archives, des recherches, des discussions érudites, et non pas comme une fable. Bon, pour créer cet effet de déstabilisation du lecteur par rapport au genre. Donc, il s'agit ici d'une cartographie interne des espaces du livre
et d'autre part une cartographie dans des éditions qui évidemment sont assez loin des premières éditions, mais qui en même temps sont des éditions pour la lecture. Ce ne sont pas des éditions critiques, savantes, érudites, comme l'est le livre de Franco Moretti sur le roman du XIXe siècle. Ce sont des éditions qui sont données à lire. Et donc, du coup, on voit le double registre de ces cartes. D'un côté, c'est un registre lié à la critique qui, depuis le XVIIIe siècle, s'est emparé du Don Quichotte, donc une critique érudite, à distance du texte, qui en veut étudier les figures, la composition. Et d'autre part, ce sont aussi des éditions pour des lecteurs ordinaires, et donc du coup de s'interroger sur quel effet sur la lecture d'une fiction produit la présence dans ce texte d'une carte qui est celle qui permet de suivre les itinéraires des héros. Un élément supplémentaire pour brouiller la distinction entre le monde du texte et le monde du lecteur, qu'avait bien souligné Borges dans un des essais qu'il appelle « Les magies partielles du Quichotte », et qui est fondé sur cette idée des dispositifs qui brouillent la différence si nette dans beaucoup de cas entre le monde du texte qui est celui d'une fable et le monde du lecteur qui est celui du monde réel. Donc l'intérêt pour ces deux cartes peut venir de leur statut très particulier et différent des cartes que l'on a vues ou que l'on peut voir dans le livre de Moretti, que l'on a vu dans l'étude du XVIIe siècle français. La question que je posais, c'était de savoir si l'on pouvait opérer sur le Quichotte le même type de lecture que m'a animé pour la Clélie, c'est-à-dire la carte dans le texte, la carte dans les mots, par les mots, et d'autre part, la carte dans la matérialité de l'estampe. La réponse, évidemment, est non, parce qu'à ma connaissance, mais peut-être je me trompe, il n'y a pas de référence à aucune carte dans Don Quichotte lui-même, dans le texte même du Quichotte. Donc ce jeu, on peut essayer de le faire, je vais terminer avec ça, avec un autre texte de Cervantes et quelque chose qui n'est pas à proprement parler une carte, mais qui serait plutôt une vue cavalière d'une ville, un peu comme dans certaines des illustrations de l'Orlando Furioso, particulièrement dans l'édition de 1584. Cette présence, elle se trouve dans Los Trabajos de Persiles et Sigismunda, donc le livre laissé par Cervantes, publié en 1617, et comme je l'avais rappelé dans la géographie externe de la circulation des œuvres, une immédiate appropriation par la traduction, puisque en 1618, l'année suivante, 2 traductions concurrentes sont publiées en français. Alors, c'est un immense roman sur le modèle hellénistique, et pour Cervantes sûrement l'œuvre la plus importante qu'il a écrite, pouvant entrer en compétition avec les grands romans hellénistiques, par exemple pour lui les Éthiopiques d'Héliodore. C'est une histoire qui commence au nord, le sous-titre c'est Historia Septentrional, donc qui commence dans des îles, des mers, des naufrages du nord européen, un nord à la fois imaginaire et appuyé sur la lecture d'un certain nombre de chroniques ou de descriptions, et qui se poursuit, les personnages multiples qui se rencontrent à différentes occasions dans ce monde barbare des îles et des naufrages du nord, arrivant à Lisbonne, et dans les 3e et 4e parties, entamant le pèlerinage, de là le nom qui lui est souvent donné, de los peregrinos, le pèlerinage de Rome, et traversant du coup le Portugal, l'Espagne, le sud languedocien et provençal de la France, et les villes italiennes, et l'immense histoire se termine à Rome. Dans le livre 3, donc ils sont déjà en Espagne, les peregrinos rencontrent, les pèlerins rencontrent au chapitre 10
sont dans un village, et on peut supposer peut-être qu'ils sont dans un village de la Manche, et Cervantes joue en quelque sorte avec lui-même et avec une référence du Quichotte, puisqu'il commence cette histoire, dans l'histoire, qui est le chapitre 10 du troisième livre du Persiles et Sigismunda, par « Mettant donc cette vérité à profit, je dirais que la belle troupe des pèlerins, poursuivant son voyage, parvint dans une localité, ni très petite ni très grande, du nom de laquelle je ne me souviens pas. » Et très tôt était devenue fameuse cette première phrase du Quichotte qui parle d'un lugar de la Mancha, d'un lieu de la Manche, de lequel je ne veux pas me souvenir. De cuyo nombre no quiero acordarme. Et là, c'est un jeu d'écho à distance de 1605 à 1616, puisque c'est la date de mort de Cervantes, et il termine le Persiles, de cuyo nombre no me acuerdo, de ce petit village, donc un village de la Manche. Et qu'est-ce qu'il rencontre dans ce village de la Manche? Sur une place, je vais citer, au milieu de la place publique, par laquelle ils devaient forcément passer, ils virent un attroupement de badauds, occupés tous à contempler et à écouter deux jeunes gens qui, habillés en captifs, récemment rachetés, étaient en train de commenter les figures d'une toile peinte qu'ils avaient déployée par terre. Ils semblaient s'être déchargés de deux pesantes chaînes qu'ils tenaient près d'eux, signe dénonciateur de leur pesant malheur. Et l'un d'eux, qui pouvait avoir 24 ans au plus, pourvu d'une voix claironnante et d'une langue fort habile, faisait claquer de temps à autre un air de bœuf, en d'autres termes un fouet, qu'il tenait à la main et assénait si fort qu'il perçait les tympans et crevait la nue de ses éclats, tout comme fait le cocher lorsque, pour châtier ou pour menacer ses chevaux, il fait retentir les airs de ses coups de feu. Donc, sur le sol, un lienzo grande, une toile peinte, parce que c'est une grande toile pintada dans le texte original. Et qu'est-ce que représente cette toile, commentée par ces deux jeunes gens qui apparaissent comme étant des captifs, évidemment des captifs du monde musulman, et en particulier d'Alger, récemment rachetés. Voilà ce qu'il commente, le captif racheté, ou supposé tel. La ville, messieurs, que vous voyez ici peinte, c'est Alger, épouvantail et tarasque de toutes les rives de la mer Méditerranée, port universel de corsaires, rempart et refuge de larrons, qui, depuis ce petit port que vous voyez peint ici, sortent avec leurs vaisseaux inquiéter l'univers, puisqu'ils osent outrepasser les colonnes d'Hercule, assaillir et piller les îles les plus éloignées, qui, pour être entourées de l'immense mer Océnone, se croyaient à l'abri, pour le moins, des vaisseaux turcs. Ce bateau que vous voyez ici, en taille réduite, comme le veut la peinture, est une galiote à 22 bancs, dont le maître est capitaine, et le Turc qui est là, debout, à arpenter le coursier. Il tient à la main un bras qu'il a coupé à ce chrétien que vous voyez là-bas. Il s'en sert de fouet pour ensangler les autres chrétiens amarrés à leur banc. C'est qu'il craint d'être attrapé par ces 4 galères que vous voyez ici, lui donner la chasse et gagner sur lui. Ce captif-là, premier du premier banc, qui a le visage défiguré par le sang dont les coups du bras mort l'ont éclaboussé, c'est moi, qui servait d'espalier, c'est-à-dire celui qui était sur la galère mis de dos, espaldas, par rapport à la direction de la galère, qui donc regardait du côté des galériens et donnait en quelque sorte la cadence. C'est moi qui servais d'espalier sur cette galiote, et l'autre, là, tout contre moi, c'est mon compagnon, moins couvert de sang, pour s'être moins fait étrier. Alors c'est donc une vue d'Alger, une représentation d'Alger, où vous voyez, avec un effet, disons, de contre-zoom, on pourrait dire. Il commence avec la description, à décrire l'ensemble, qui doit être montré sans doute sous la forme d'une vue cavalière, le port duquel sortent ces bateaux, et avec cette remarque très brodélienne des raids que faisaient les barbaresques passant le détroit de Gibraltar pour rasier sur les côtes des pays du Nord des populations ou des biens. Et puis, par un effet de rétrécissement de la focale sur les bateaux, un bateau, son bateau et lui-même. Il y a donc là un début d'une histoire qui commence avec, dans le texte, la présence
de la toile, qui n'est pas à proprement parler une carte, mais un peu comme on pourrait l'imaginer à partir des illustrations de l'Orlando Furioso, qui se termine avec cette vue cavalière sur laquelle on peut placer les personnages, et là lui-même sur le bateau à l'intérieur de la mer qui elle-même renvoie à la vue cavalière du port d'Alger. Alors l'histoire, pour la terminer, est que l'alcalde du village, qui lui-même a été captif à Alger, a des doutes sur l'authenticité du récit des deux jeunes gens, et il les confond. Eux avouent leur supercherie. Ce sont en fait des étudiants de Salamanque qui essayent de gagner de l'argent comme ça pour aller guerroyer en Italie et en Flandre avec les armées du roi très catholique, et qui ont, dit-il, acheté le lienzo, la toile, à de véritables captifs qui, eux, avaient été rachetés et qui s'en servent. Et finalement, l'alcalde, de manière très indulgente, leur rend la toile et dit qu'il va leur enseigner les choses d'Alger pour qu'ils soient un peu plus précis lorsqu'ils continueront leur récit. Donc on voit, comme je le disais, un pintado lienzo, donc pas à proprement parler une carte, mais quelque chose peut-être un peu similaire avec les techniques qui étaient à l'œuvre dans les gravures de l'Orlando. Ce qui me permet peut-être de terminer aujourd'hui avec ce qui est comme une toile de fond, si je peux dire, de cette analyse, c'est-à-dire le fait de comment penser les rapports entre les images et les textes, soit les images qui sont à côté des textes, qui les accompagnent dans ou hors le livre, soit les images qui sont produites par les mots dans une sorte d'ekphrasis, l'idée que les mots du texte présentent l'image. Cette question est valide dans la mesure où la toile peinte que les étudiants de Salamanque ont montrée n'est pas la seule dans le Persiles Sirismunda. Dans le premier chapitre du troisième livre, il y a une remarque intéressante qui est que lorsqu'ils arrivent à Lisbonne, les pèlerins, en particulier un d'entre eux, un des personnages les plus importants du roman, Periandro, fait peindre son histoire par celui qui est dit comme un peintre réputé de la ville de Lisbonne, et là encore sur une lienzo grande, sur une grande toile. Et la traduction du chapitre dit ainsi: de là ils allèrent au logis d'un peintre réputé. Periandro lui commanda un grand tableau, en fait c'est là le lienzo grande, c'est une toile peinte, où il peindrait toutes les principales aventures de son histoire. Et le paragraphe qui suit est une sorte de récapitulation à partir de ce que peint le peintre des deux livres précédents, c'est-à-dire de toutes ces aventures, mésaventures dans le monde barbare des îles et des naufrages du Nord. Les combats, les naufrages, les fêtes, tous les épisodes si complexes de l'histoire sont là, portés sur la toile, y compris l'arrivée de la troupe des pèlerins qui se sont constitués comme tels au fur et à mesure des itinérances à Lisbonne. Et on voit que là, commente le texte, cette toile composait une récapitulation, recopilation, qui les dispensait de conter leur histoire par le menu. Le jeune Antonio commentait les choses peintes et les aventures quand on le pressait de les dire. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui se met en place, qui a été souvent souligné par notre collègue Fernando Baúsa, qui est l'équivalence sémantique entre le texte et l'image, le discours et la représentation figurée, puisqu'ici, le terme qui est employé d'ailleurs, c'est recopilation, qui est un terme qui appartient au monde de la culture écrite, et que l'équivalence est posée,
qui fait que l'on voit ce que l'on peut entendre et l'on dit ce que l'on montre, avec une absence d'écart. Il n'y a pas de reste. Le jeune Antonio ne commande que si on lui demande. Mais le langage figuré de la peinture doit être suffisant pour narrer les aventures ou mésaventures des personnages du texte. Et cette toile, peinte à Lisbonne, réapparaît au chapitre 9 du texte, avant l'autre toile peinte, c'est-à-dire celle de la ville d'Alger, lorsque les pèlerins arrivent proche d'Ocaña, dans un petit village ou un bourg qui s'appelle El Quintanar de la Orden, et que, ici encore, mais à l'envers, la parole est substituée à l'image manquante. Antonio n'avait point encore montré à son grand-père, donc c'est le jeune homme qu'on a déjà rencontré et qui a la toile peinte, la toile où était peinte son histoire. Un jour, il la lui a fait voir et dit qu'il y restait encore à peindre les péripéties qui avaient conduit à Oristela jusqu'à l'île Barbare, où elle et Periandro s'étaient revus sous leurs habits d'emprunt, elle déguisée en homme, et lui, à l'inverse, en femme étrange et étrange métamorphose. On voit donc que là, le discours peut être substitué ou équivalent à l'image, et que cette identité se poursuit avec la fin du sort de ce tableau peint des aventures de Periandro et de ses compagnons, puisque cédé au grand-père de Antonio, celui-ci eut bien aimé voir tout cela ajouté à la toile, c'est-à-dire tout ce que préalablement Antonio compte et qui est dans les mots une image qui n'est pas encore là, puisque c'est ce que l'on devrait ajouter, qui n'est pas présent sur la toile, mais où l'équivalence est forte, absolue, entre son discours et ce qui serait représenté. Et une fois représenté, équivalence jouant à sens contraire et donc dispensant du discours. Alors donc le grand-père eut bien aimé voir tout cela ajouté à la toile, mais tout le monde fut d'avis non seulement de ne point faire cet ajout, mais d'effacer même ce qui avait été peint, car d'aussi grandiose et inouïe aventure ne devait point figurer sur de chétives toiles, mais être inscrite sur les lames de bronze et gravée dans la mémoire des hommes. Néanmoins, le grand-père Villaseñor voulut garder la toile, ne fût-ce que pour y contempler les portraits réussis de ses petits-enfants, dont parmi eux Antonio, et l'incomparable beauté et la présence d'Oristela et de Periandro. Vous voyez que le système de l'équivalence peut jouer dans les deux sens, un discours qui donne à voir une image pointant encore là, ou bien une image qui rend inutile la narration et le discours. Cela dans une économie du rapport texte-image où il n'y a point de reste, où il n'y a point de perte, où il y a une superposition, une équivalence. Et on retrouverait, je vais terminer avec cela, simplement pour opposer à une autre économie de ce rapport qui s'imposera au XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'image montrant ce que le texte ne peut énoncer, et le texte pouvant énoncer dans sa séquentialité et sa possibilité d'infinie addition, ce que l'image nécessairement fixée ne peut montrer. Il y a l'idée que les textes montrent et que les images énoncent, se substituera cette relation qui est une relation de complémentarité, puisque le texte ne peut pas énoncer, par exemple, la simultanéité d'opérations qui se trouve représentée sur l'image, et que l'autre, l'image, ne peut pas s'accroître indéfiniment comme le fait un texte linéaire et séquentiel. Mais pour terminer et faire transition avec la prochaine fois et l'entrée avec les cartes du Quichotte, on retrouve aussi cette équivalence dans le texte de Don Quichotte lui-même. À la fin de la seconde partie, au chapitre 71, on est très près de la fin de l'histoire qui comporte 76,
après la défaite sur la plage de Barcelone du Don Quichotte par le chevalier de la Blanche Lune, il a décidé, comme vous savez, de faire chemin de retour jusque dans son lugar, dans son village de la Manche, et là peut-être de commencer une autre fable, une autre fiction qui serait une fiction non plus chevaleresque, mais une fiction pastorale. Et c'est le moment où il commence à se dénommer Quixotis, et tous les personnages entrent dans ce jeu et esquissent ce qui aurait pu être une troisième partie de Don Quichotte, c'est-à-dire les aventures de Quixotis de la Mancha, une pastorale. Comme on le sait, Cervantes ne poursuit pas cette idée, et Don Quichotte va mourir avant d'avoir pu entrer dans cette autre folie ou fiction. Mais donc, sur le chemin du retour, il s'arrête dans une auberge, et dans cette auberge, il y a contre les murs des sargas viejas pintadas, c'est-à-dire des serges peintes et qui servent comme de tentures, comme de toiles qui séparent les pièces ou qui se mettent contre les murs. Et dans cette auberge modeste, sur les serges peintes, on a à la fois l'histoire de Hélène de Troie et l'histoire de Didon et Énée. J'ai oublié le texte, je le rapporterai, on commencera avec cela la prochaine fois. Et du coup, ça suggère à Sancho l'idée que peut-être on va peindre de la même façon sur des serges peintes qui seront dans toutes les auberges, boutiques, tavernes de la Manche, les histoires de Don Quichotte. Et la réflexion intéressante ici, Don Quichotte lui répond qu'il pense que ce sera ainsi et qu'il espère que le peintre aura plus de talent que le peintre qui a peint Didon et Énée ou l'enlèvement de Troie de Hélène par Paris, parce que du coup, ça introduit l'idée qu'il faudrait que ce soit un meilleur peintre et que du coup, que ce soit aussi quelqu'un qui soit meilleur que celui qui a donné en 1614 une continuation apocryphe sous le nom d'Avellaneda à l'histoire de Don Quichotte et qui est la cible, à partir du chapitre 59, dans la deuxième partie du Quichotte, de l'ironie mordante de Cervantes contre cette continuation, qui n'est pas un plagiat au sens juridique du terme, puisque dans ce monde-là, les histoires appartiennent à tout le monde et les héros peuvent être réemployés, mais qui est pour Cervantes une déformation, une détérioration de son histoire. Et donc, du chapitre 59 jusqu'au dernier chapitre, les moqueries se multiplient contre le livre publié en 1614 d'Avellaneda comme le second tome de Don Quichotte de la Manche. Et faisant le parallèle entre le peintre qu'il espère et qui aura plus de talent que ce peintre des serges peintes des auberges, avec cet écrivain qui, lui aussi, a défiguré une histoire, la même de Don Quichotte, il y a cette formule employée par Don Quichotte, pintor o escritor que todo es uno. Le peintre et l'écrivain, c'est une même chose, c'est un. Et on retrouverait ici à la fois cette référence classique, Horace, ut pictura poesis, la poésie et la peinture comme équivalence, mais aussi quelque chose qui est plus proche d'une épistémologie du siècle d'or, dans laquelle, effectivement, peintre et écrivain, représentation figurée et mise en écrit sont considérés comme un. Todo es uno. Et pour conclure, on peut dire que l'idée de Sancho se réalisera, pas nécessairement sur des toiles peintes dans les auberges de l'Espagne du XVIIe siècle, mais elle se réalisera dans une forme aristocratique et nobiliaire, puisque dans les années 1630, on a le premier cycle peint des aventures de Don Quichotte. Mais ce qui me permet de terminer avec
notre idée des frontières abolies, ce premier cycle peint, il n'est pas peint en Espagne, il est peint au château de Cheverny, et par un peintre français, Jean Monnier. Et on peut toujours en voir à Cheverny quelques-unes des toiles sous forme de tableaux, de format moyen, qui narrent des aventures, des épisodes de Don Quichotte, en particulier la première partie, et fondamentalement l'histoire même du chevalier errant aux dépens des nouvelles inscrites dans l'histoire, comme la nouvelle du Curioso Impertinente, ou comme la nouvelle de Cardenio, entre guillemets pour nouvelle, ou encore les 3 chapitres qui correspondent au récit du captif dans la fin de la première partie, échappé des bagnes d'Alger. Mais on voit ici comment, et c'est une manière dans un sens de lier les deux perspectives que j'ai développées jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la circulation des œuvres sous la forme de leur appropriation, et d'autre part les espaces à l'intérieur des œuvres elles-mêmes, avec cette série de Cheverny. Une partie des tableaux ont été perdus, une autre partie a été repeinte, mais peut-être différemment, évidemment, quant au choix des thèmes, au XIXe siècle. Cette appropriation du texte sous la forme de la représentation figurée, et on peut le supposer à partir de la traduction de Houdin pour la première partie, de Rosset pour la deuxième partie, la traduction en français du Don Quichotte. Donc du coup, on n'a non pas la possibilité de repérer dans Cervantes la présence de cartes qui seraient décrites comme la carte de Tendre par la Clélie, mais on a la possibilité de repérer à travers les références aux toiles peintes, aux lienzos grandes, aux grandes lienzos qu'on rencontre dans le Persiles, qu'on rencontre dans le Don Quichotte, on a la possibilité de mettre en place ce qui est propre, me semble-t-il, au XVIe, XVIIe siècle, c'est-à-dire cette idée de l'équivalence quant à la production du sens entre ces deux formes d'inscription, on va dire du discours, entre guillemets, c'est-à-dire la forme de l'écriture et la forme de la représentation iconographique. Ceci nous faisant donc une transition sur ce qui sera l'objet principal, sinon unique, de la prochaine rencontre, le 21 novembre, à partir de ces 2 cartes publiées dans des éditions du Quichotte à la fin du XVIIIe siècle en Espagne. Merci.